Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Nous construisons, sans le savoir pour l'instant encore, une sorte de paradis pour nos futurs descendants, le paradis tel qu'on peut l'imaginer, c'est-à-dire un monde qui a atteint la paix universelle, la fraternité absolue, un monde qui fonctionne de façon universelle et où l'homme n'est plus un loup pour l'homme, au contraire, où l'homme ne représente plus un danger ni pour la planète ni pour lui-même, donc l'accession au 100% écologique. Et alors évidemment, cette accession, elle concerne le futur. Il faudra quelques siècles encore d'évolution, peut-être 2, 3, 4, peut-être 10 siècles, mais l'humanité a le temps. Voilà, nous avons fait la plus grande partie du chemin entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates et aujourd'hui. Eh bien, nous avons fait la plus grande partie du chemin et là, on entrevoit la possibilité de fonctionner de façon universelle et paisible. Même si de nombreuses choses montrent que nos pulsions sont encore à l'œuvre dans les guerres qui sont actuelles. Et donc, oui, effectivement, l'homme représente encore un danger pour lui-même et pour ses congénères. Mais on a construit déjà, par exemple, toutes les structures pour fonctionner universellement. L'ONU, l'UNESCO, l'OMS, l'OMC, l'OMT, l'Organisation mondiale du travail, du tourisme, de la santé, etc. Donc les structures sont là, mais elles en sont encore à leur balbutiement. Voilà. Alors il faudra quelques siècles, évidemment, pour atteindre cet état de perfection dont je parle. Pour démontrer cette théorie, je m'appuie souvent sur des podcasts que j'écoute la plupart du temps sur France Culture. Et là, c'était une émission qui s'appelle « Entendez-vous l'écho » et qui était consacrée à la tendance libertarienne liée à la Silicon Valley, à tous ces créatifs qui ont construit un peu notre nouveau monde avec les GAFAM, etc., les réseaux sociaux. Voilà, il y a quelque chose d'ailleurs de très intéressant au niveau de l'évolution de l'humanité. Ça démontre bien que nous sommes dans cette optique d'unification, parce que les réseaux sociaux c'est tout nouveau, où depuis une trentaine d'années, même pas depuis une vingtaine d'années, le monde entier est connecté d'une certaine façon. Alors comme toutes les inventions, il y a des moments, il y a des erreurs, il y a des choses qui sont tendancieuses, etc. C'est notre façon d'évoluer. On évolue par tentative, erreur et rectification. Donc ça entraîne aussi un petit peu des déconvenus, il y a de l'intrusion sur nos vies privées, etc. Ça peut représenter des formes de danger. Mais toutes les inventions ont engendré ce type de problème. Et ça a été plus ou moins rectifié à chaque fois. Alors maintenant, à mon avis, comme on est proche de la prise de conscience de notre sens, et donc de pouvoir travailler ensemble, au lieu de travailler en antagonisme entre les nations, entre les États-Unis, la Chine, les BRICS, l'Occident, le monde qui a souffert justement de ces deux pôles de dominants
qui se battaient un peu partout sur la planète sont en train de se révolter, etc. Il y a on voit bien qu'il y a une sorte de désir de justice, de désir d'unification et de désir de relations différentes de changer de système, de ne plus être dans un système impérialiste, dominateur, un système colonial, etc., même si il est encore à l'œuvre. Mais c'est la queue de la comète, à mon sens. Voilà. Il montre à quel point on est révolté contre ces systèmes-là, à quel point c'est plus supportable. Alors, même s'ils tiennent encore tout un tas de clés, l'armée, les médias, etc. Donc les peuples ne bronchent pas beaucoup, mais c'est devenu insupportable et ils ne pourront pas tenir comme ça sur le long terme. Donc c'est un modèle qui arrive à sa fin et qui donne ses derniers soubresauts violents avant de passer à autre chose. Voilà. Alors donc, je vais continuer cette émission, Silicon Valley, la tentation libertarienne. Je réfléchis sur le libertarisme. Et je lance le podcast et puis je dis mes commentaires. L'idée de la dénationalisation de la monnaie, c'est d'être présent. Donc le Bitcoin ou PayPal, de ce point de vue-là, sont vraiment s'inscrivent dans cet idéal libertarien d'une monnaie non étatique. Et bien justement, vous citez Hayek, je vous propose de l'écouter dans une interview de 1984 à l'université de Fribourg. Le grand problème de la monnaie, c'est qu'on ne l'a pas autorisée à se développer après 200 ou 300 ans de pièces. Tous les gouvernements ont empêché cette évolution. On ne peut pas faire d'expérience sur la monnaie. La monnaie n'a pas été améliorée et la monnaie s'est dans l'ensemble dégradée au fil du temps. La monnaie a émergé dans une forme primitive, mais dès qu'elle a émergé, elle est restée gelée. Les gouvernements ont décidé qu'elle ne devait pas se développer davantage. La seule chose que nous avons obtenue en matière de développement de la part des gouvernements, ce sont des abus. Je me pose désormais la question, quels ont été les bienfaits de la politique monétaire ? Je pense qu'il n'y en a eu aucun, que cela n'a fait que du mal. C'est pourquoi je plaide aujourd'hui pour une dénationalisation de la monnaie. Voilà. Alors, évidemment, la monnaie, elle a eu son rôle positif. Là, il est excessif, je pense, Hayek. Parce que il n'y a rien qui apparaît sur cette planète et qui n'ait pas de sens. Le pire comme le meilleur. Par le pire, l'humanité parvient également, malheureusement, à faire des bons intenses, simplement parce qu'on n'a pas d'autre moyen de le faire de façon paisible. Et donc la monnaie, c'est pas le pire, mais évidemment, elle a apporté des nouveautés, mais elle a aussi été utilisée par le système impérialiste pour s'imposer, pour dominer, etc., pour abuser autrui, c'est clair. Mais elle a eu son moment, et c'est évident qu'on va vers une dématérialisation de la monnaie, vers autre chose, vers quelque chose qui sera cohérent avec l'universalité. C'est qu'une question de temps. Une dénationalisation de la monnaie. Les réflexions de Hayek sur la monnaie ont inspiré les libertariens qui défendent aujourd'hui les crypto-monnaies. Cyril Hédouin. Cyril Hédouin, est-ce que vous m'entendez ? Eh bien, la liaison avec Cyril Hédouin a l'air d'avoir été coupée également. On va essayer de rétablir cette liaison. Est-ce que vous m'entendez, Cyril Hédouin ? Oui, je vous entends. Oui, est-ce que vous avez entendu les réflexions d'Hayek que l'on vient d'entendre ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ces réflexions sont importantes pour les libertariens qui aujourd'hui défendent les crypto-monnaies ? Oui, alors, savoir si les idées de Hayek sur la monnaie ont directement influencé les partisans de la crypto-monnaie, c'est difficile à dire. Probablement oui, mais c'est pas la seule influence. Par contre, ce qui est certain, c'est que ce qu'exprime Hayek dans l'extrait que vous venez de... Il y a l'influence, mais il y a aussi le fait que la mentalité a changé. On est passé dans une mentalité universaliste.
qu'on le veuille ou non. Et donc, et même ceux qui refusent cette idée d'universalité, et là, ils sont nombreux en ce moment, justement parce que ça fait peur, évidemment. C'est comme toutes les gradations d'évolution, elles sont difficiles. L'accouchement est difficile pour passer des petites provinces à la nation française ou à l'État français. Eh ben, pendant cette période, ça a été une période difficile de chaos. Les petits princes ne voulaient pas lâcher leur souveraineté et faire allégeance au roi de France, à un roi de France, à un niveau au-dessus. Et c'est pareil pour passer au niveau européen, c'est pareil. Ça a été pareil pour passer sans doute de la tribu à la cité, etc., etc. Voilà, donc tous ces moments sont difficiles, mais ils sont importants. Je ne sais plus ce que je voulais dire. De diffuser, c'est une idée qui est vraiment au centre de la pensée libertarienne, qui est que la monnaie, fondamentalement, c'est ce que Hayek appelait un ordre spontané, c'est-à-dire que la monnaie n'est pas apparue parce que des États ont décidé de créer de la monnaie. La monnaie, en fait, c'est un actif qui a émergé spontanément des besoins des individus d'échanger et finalement la nationalisation de la monnaie, si on reprend le terme hayekien, est arrivée très tardivement, c'est-à-dire est arrivée avec la création des banques centrales, donc au 19e siècle, et donc il n'y a rien de naturel d'une part à ce que la monnaie soit détenue par l'État, et si on suit donc effectivement cette idée-là, c'est que à quoi a servi finalement cette nationalisation, si ce n'est à asseoir la domination de l'État, elle n'a servi à rien d'autre, elle n'aurait pas apporté un bien-être supplémentaire ou une meilleure efficacité économique. Donc du point de vue des partisans de la crypto-monnaie, finalement, l'instauration des crypto-monnaies, c'est un retour presque à un état normal, qui est une monnaie qui est complètement spontanée, qui est juste l'affaire des agents privés et sur laquelle la puissance publique ne peut pas intervenir, donc ne peut pas par exemple créer de l'inflation, parce que ça c'est vraiment l'un des ennemis des libertariens, c'est la politique monétaire qui est inflationniste. Alors il y a le projet philosophique et puis le projet politique ou sa mise en pratique, puisque aujourd'hui, ce que l'on observe, c'est une multiplication des enclaves libertariennes. Alors, en quoi consistent ces projets, Nikos Smyrnéos, en particulier ces villes affranchies de la tutelle de l'État? Quels sont aujourd'hui les projets qui voient le jour? Si vous permettez, je peux revenir juste une seconde à la question de la monnaie, dont je suis absolument pas spécialiste, mais il me semble qu'il y a quand même aussi une contradiction. Pardonnez-moi, Nikos Smyrnéos, on vous entend à nouveau très mal. On va essayer de trouver une connexion qui soit plus efficace pour qu'on vous comprenne parfaitement. Et on va revenir sur cette question de la monnaie qui est très intéressante, sur ces enclaves libertariennes. Je citais dans mon introduction cet exemple de la ville de Grafton, qui est un exemple peut-être un petit peu extrême, puisque effectivement l'initiative a tourné au fiasco, mais ça n'empêche pas aujourd'hui les initiatives de se multiplier. Alors, on peut peut-être évoquer avec vous, Cyril Hédouin, la société Praxis, qui est un projet de créer la première ville crypto-étatique au monde. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors, ces tentatives, elles existaient au 19e siècle, elles existaient depuis longtemps, en fait, d'un monde idéal. Ils ont été parsemé, le monde a fait de nombreuses tentatives comme ça, des phalanstères à ceux qui s'exilaient en Amérique latine pour construire des sociétés idéales. Et le problème, c'est que les hommes n'ont pas atteint l'idéal, n'ont pas atteint leur perfection, et donc toutes ces sociétés sont vouées globalement à l'échec, à mon sens, parce que justement l'homme n'a pas encore atteint un niveau suffisant pour pouvoir le vivre. Mais c'est par exemple la même chose avec le communisme. Les idées communistes de mise en commun, elles étaient sans doute généreuses et on atteindra un jour ou l'autre ce type d'existence
où tout sera mis en commun, où rien n'appartiendra à personne et où chacun pourra profiter des bienfaits de l'ensemble en réalité. Mais pour ça, il faut que la conscience humaine ait évolué à ce niveau-là, que la maîtrise du comportement ait évolué à ce niveau-là. Et donc l'échec du communisme, c'est pas ça, ses propositions, bien que certaines de ces propositions étaient sans doute obsolètes et même violentes pour certaines, la dictature du prolétariat, etc. Voilà, des idées comme ça, c'était où le refus du spirituel, du religieux, bon voilà, c'était pas supportable. Mais surtout, c'était pas au niveau de la conscience humaine. La conscience humaine était trop basse par rapport aux propositions faites par ces nouvelles idées. Et là, c'est la même chose pour ces tentatives libertariennes. C'est très intéressant, c'est important parce que ça permet de tester des choses qui correspondent à notre futur. Mais si on était plus évolué consciemment, on réfléchirait aux conséquences. Comme on le fait par exemple pour l'aviation. Quand on met en avant un avion, on va le tester maintenant sur des modélisations. On ne va pas envoyer directement un gars dans un cockpit en lui disant bon, on va voir si l'avion il tient, s'il se casse pas la gueule, etc. Donc, on sait maintenant analyser avant. Et on ne le fait pas pour ce type de choses. On ne le fait pas pour le libertarisme, par exemple, pour modéliser, voir. Alors, je pense que ça va se faire avec l'explosion de l'IA. Là, l'explosion de l'IA, elle est faramineuse. Il y a le nombre de propositions qui sont faites à ce sujet, c'est inouï. Donc, on va pouvoir modéliser ce type de choses. Et donc, voir si effectivement ça tient la route ou pas. À mon sens, on pourra voir que ça ne tient pas la route actuellement à cause de la hauteur de la conscience humaine. Essentiellement. Oui, alors je connais pas forcément très bien ce projet-là, mais de manière générale, il y a de nombreux projets aujourd'hui de création de cités autonomes ou en anglais, on parle beaucoup de charter cities. Donc ces villes qui seraient complètement autonomes et qui fonctionnent en autonomie de l'État. Et souvent d'ailleurs, les projets, c'est de les implanter dans les eaux internationales, précisément pour justement s'assurer qu'il n'y aurait pas d'interférence. Alors c'est des projets qui ne sont pas d'ailleurs portés uniquement par des auteurs libertariens, il faut le savoir. Hein. Il y a des économistes, notamment un prix Nobel d'économie récent qui s'appelle Paul Romer, qui a également beaucoup poussé pour cette idée-là depuis 10 ans. Donc c'est pas seulement les libertariens, mais de manière générale, ça renvoie à cette idée que c'est une double idée en fait. C'est d'une part, il y a effectivement pouvoir réaliser cet idéal d'une société anarchique au sens anarchi-capitaliste, sans État, mais aussi la croyance dans la vertu de la concurrence, parce qu'en fait c'est vraiment une idée qui est très importante chez les libertariens, c'est que c'est en mettant en concurrence les projets de société que on va pouvoir déterminer lesquels fonctionnent. Donc il n'y a pas d'a priori sur quelle est la meilleure manière d'organiser la société, si ce n'est que effectivement on est très sceptique envers les interférences de la puissance publique. Mais après, on peut imaginer par exemple, on évoquait tout à l'heure comment ramasser les ordures dans une ville où il n'y a pas de service public. Donc c'est ce que les économistes appellent la fourniture d'un bien public. On sait que c'est compliqué. C'est compliqué parce que aucun agent n'est incité à fournir le service public. Eh bien, mettons en concurrence différents projets de société, différentes organisations sociales, et voyons ce qui marche le mieux finalement. Et de là, on va voir émerger des solutions, et naturellement, finalement, les acteurs vont copier les solutions qui fonctionnent. Et dans le mythe libertarien, il y a cette idée que finalement, on va se retrouver à un moment donné avec une multitude de cités autonomes de ce type, et puis à la fin, on émergera peut-être quelques-unes seulement qui fonctionneront, mais on aura trouvé un modèle de société plus efficace et plus respectueux de la liberté humaine aussi. Alors ça, c'est vraiment intéressant parce que
me donne envie, en fait, de réfléchir à un projet, justement, libertarien. Qu'est-ce que une forme de liberté qui serait adaptée à notre niveau de conscience. Et l'idée est pas mal, en fait, de donner la liberté, qu'il y ait des cités, peut-être des régions qui trouvent une sorte d'indépendance, qui arrivent à trouver un modèle de vie qui n'aurait pas besoin d'un système étatique intense, important. Moi, je suis plus pour un collectivisme au niveau de ma propre idée, c'est-à-dire que je trouve que les 30 Glorieuses étaient l'idéal, c'est-à-dire que ceux qui n'avaient pas d'esprit de compétition pouvaient être fonctionnaires, donc avoir la sécurité de l'emploi, l'esprit complètement libéré de toutes ces contraintes qui ne correspondaient pas à leur personnalité, à leur nature, et donc de pouvoir vivre une vie de toute sécurité. C'était quelque chose, pour moi, inouï par rapport à l'évolution de l'humanité. C'était un bond en avant de pouvoir protéger ces fragiles, ces sensibles, ces incompétitifs, ceux qui ne sont pas dans la compétition. Et donc, il y avait quelque chose de vraiment très intéressant. Mais pourquoi pas partir sur un principe de liberté? Mais qu'est-ce qu'on fait de ceux qui n'ont pas de velléité justement combative, d'esprit de compétition, de désir de se bagarrer pour gagner de l'argent, pour devenir riche, pour faire, etc. Comment ça se passe à ce niveau-là? Donc ça vaut le coup de réfléchir à ça, effectivement. Myrnéos, on vous a retrouvé, vous vouliez réagir à cette question de la monnaie, cette volonté des libertariens de mettre fin à la souveraineté monétaire. Oui, je suis navré pour les auditeurs, pour ces coupures. Je disais que je trouvais aussi qu'il y avait une grosse contradiction entre la théorie d'un côté et la pratique de l'autre, puisque dans la pratique, en fait, la crypto-monnaie aujourd'hui, c'est le principal moyen de spéculation. Donc il y a des milliards qui se créent à partir de rien, à partir du simple discours. Il suffit d'un tweet d'Elon Musk pour générer une survalorisation de telle ou telle monnaie. Donc quelque part, je pense que par rapport au projet de l'école autrichienne initiale, là, il y a quand même une grosse contradiction. C'était la remarque que je voulais faire. Mais justement, il n'y a pas que... Oui, Elon Musk, il peut doper certains trucs, etc. Mais on voit que le gratuit, par exemple, l'IA gratuite proposée par la Chine il y a quelques semaines, quelques jours, a fait tomber en bourse, a fait perdre 3 000 milliards ou 300 milliards, je ne sais pas, une société qui monétisait son IA, et donc les Chinois ont trouvé un équivalent gratuit, et donc le gratuit peut complètement faire tomber justement le côté négatif le côté du libertarisme. Le libertarisme vénal, il est pas solide en réalité. Le gratuit peut en venir à bout tout de suite. Et donc, au fond, l'humaniser, le maîtriser, le borner, le limiter, l'humaniser, voilà. Et ça, c'est très possible en réalité. Donc, on voit qu'il n'y a pas de toute puissance derrière ces GAFAM, derrière. En définitive, ils ont les pieds fragiles. C'est vraiment quelque chose de... Et je vous propose à présent d'écouter Elon Musk. Je pense que c'est très important que Twitter soit un espace inclusif. Donc, on va arrêter là et ça sera pour la prochaine vidéo. Elon Musk, ça va faire une vidéo un peu courte, justement. Voilà, je vous remercie, et puis n'hésitez pas à écrire si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Merci, au revoir, à bientôt.